Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur l'absentéisme au travail. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Noëlla Gavier de Welcome to the Jungle, Léopold Adam de Reflect et Céline Auquiglet de Mocaker. On va faire le point donc, sur le sujet de l'absentéisme pour comprendre un peu mieux les causes de ce sujet, savoir comment bien le mesurer et ensuite faire face notamment aux risques psychosociaux qui sont une des grosses causes des arrêts de longue durée. Peut-être que je vous propose à chacun de vous présenter en quelques mots pour lancer ce webinaire. Alors Noëlla, peut-être. Ok, ça marche. Donc bonjour à tous, ravie d'être là. Je suis Noéla, DRH chez Welcome to the Jungle depuis septembre 2020. Welcome, c'est une plateforme pour l'emploi qui concentre un job board et un média sur le monde du travail. Et ravie d'être là ce matin pour vous parler de ce qu'on fait nous autour de la santé au travail et de l'absentéisme. Merci Noëlla. Léopold, peut-être aussi en quelques mots. Ouais, merci beaucoup Constance. Du coup, je m'appelle Léopold, je suis le cofondateur et CEO de Reflect, qui est un outil une solution de pilotage de données RH. Donc en fait, on accompagne les entreprises, dont Welcome d'ailleurs, à piloter de manière beaucoup plus simple, fiable, en temps réel, tous leurs indicateurs en se connectant à tous leurs outils, ce qui leur permet de comprendre ce qui s'est passé les années précédentes, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui au sein de leur organisation, et ce qui leur permet bien sûr d'anticiper. Et dans les indicateurs, il y a bien sûr l'absentéisme, qui est un gros sujet en ce moment dans les boîtes. Donc, très content d'en parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et Céline également. Bonjour Céline, je suis psychologue chez Mocaker, qui est une solution complète de prévention en santé mentale pour les entreprises. Et avant de travailler chez Mocaker, j'ai été en ressources humaines pendant plusieurs années dans différents secteurs, notamment la start-up et le conseil. Merci beaucoup. Ce que je vous propose à tous pour débuter, c'est de participer à un petit sondage pour réaliser l'ampleur du phénomène de l'absentéisme. Alors, vous pouvez trouver un onglet sondage en bas à droite sur Livestorm. Donc, je ne sais pas si tout le monde y a accès. Voilà, selon vous, quel est le taux d'absentéisme moyen parmi les salariés en CDI en France? Donc, c'est le chiffre de 2022. Je vous laisse y répondre et participer. Et dès que on aura eu un certain nombre de répondants, on vous donnera le vrai chiffre. Après, on a commencé pile à l'heure, hein, Constance, hein, donc il y a peut-être des gens qui vont mettre un petit peu de temps à arriver. Qui vont arriver un petit peu ensuite. En tout cas, on est plutôt sur une tendance haute. Pour l'instant, c'est 6,7% ou 5% là qui se dégagent. Voilà, donc du coup, je vous partage le chiffre. C'est bien, donc 6,7%. Donc il y a un chiffre qui est quand même impressionnant parmi les salariés en CDI. Et peut-être justement pour lancer ce webinaire, ce serait intéressant, Léopold, que tu reviennes sur la définition de l'absentéisme pour que tout le monde soit aligné sur ce dont on parle ce matin. Yes, l'absentéisme, en fait, c'est les absences répétées d'un salarié sur son lieu de travail. Et ça concerne à la fois des absences justifiées et non justifiées. On parlera plus tard dans le webinaire de la manière dont il faut calculer et les différentes techniques, etc. Donc on sera très concret, vous inquiétez pas, on va vraiment vous donner des méthodes de calcul. Mais avant de rentrer un peu là-dedans, je pense que c'est pas mal de partager quelques chiffres clés sur l'absentéisme de manière générale en France. Déjà, il faut savoir que la durée moyenne des absences en 2022 était de 24,5 jours. Alors ça vient d'un baromètre annuel qui est fait par Aiming et AG2R La Mondiale. Pour que vous sachiez, ça a augmenté de 25% entre 2019 et 2022, donc c'est quand même assez énorme. Pour info, on est passé de 19 jours à 25 jours, donc c'est quand même assez gros. L'autre chiffre, je pense, qui est intéressant, c'est qu'il y a 42% des salariés qui sont vus prescrire un arrêt maladie en 2022. Donc, on est plutôt sur des bases cohérentes. Enfin, en gros,
ça a plutôt baissé en 2020, mais par contre, en 2016, on était à 41%, mais en 2020, on était quand même à 36%, donc ça a quand même énormément augmenté. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que dans les types d'absence répétées, en fait, il y a 3 grands types de troubles. Il y a les maladies ordinaires, donc classiques, la grippe, etc. Il y a, pour la première fois, il y a les troubles psychologiques qui arrivent en deuxième position. Et enfin, il y a les troubles musculo-squelettiques. Et alors, ce qu'on observe, alors peut-être qu'avant aussi, on les prenait moins en compte, en tout cas, on savait moins que c'était des troubles psychologiques, mais il y a quand même, c'est quand même une augmentation énorme parce qu'il y a 25% des troubles qui sont liés à une dépression depuis 3 ans, selon l'OMS. Donc c'est quand même énorme. Et donc du coup, c'est vraiment une des missions que vous avez MOCA, donc c'est hyper intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Et il y a pas, enfin, nous on essaie toujours aussi, même nous chez Reflect, de ramener ça à du concret aussi pour l'entreprise, d'impact. Là, c'est plutôt l'Institut Sapiens qui a parlé de cette étude-là, et c'est le coût pour des boîtes, c'est 108 milliards par an pour les entreprises, c'est le coût de l'absentéisme. Donc c'est quand même pour vous donner une vue d'ensemble. Alors après, juste sur l'absentéisme, c'est très très différent selon les industries. Alors je fais une petite pub, mais j'avais fait une newsletter sur l'absentéisme il y a quelques temps, et je reviens dessus parce qu'il y avait il y avait quand même donc c'est l'Observatoire de l'absentéisme qui a fait quand même quelques études, et on remarque que donc selon les secteurs, par exemple c'est banque, assurance, BTP, construction, commerce, industrie, transport, logistique, etc. On remarque que par exemple la santé, en 2020 il y avait à peu près 10% de taux d'absentéisme, versus par exemple dans le secteur de la communication et de l'information, en 2020 il n'y avait que 3%. Donc c'est aussi pour que vous puissiez vous situer. Bien sûr, c'est pas la même chose d'avoir, il y a plus d'absentéisme dans certains secteurs, donc c'est aussi important que vous sachiez ça. Voilà, donc ça c'est pour avoir un peu une vue d'ensemble sur les chiffres clés de l'absentéisme. Mais moi du coup, ce que j'aimerais, moi je vous ai donné les chiffres clés. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de parler à Céline qui est spécialiste là-dessus, et que tu nous dises aussi un peu, qu'on comprenne un peu, tu vois, les différentes causes de l'absentéisme au travail, de quoi on parle, pour aider ensuite après nos auditeurs à essayer de bien avoir des différentes typologies, quoi. Oui, tout à fait. Merci Léopold. Sur les causes derrière l'absentéisme, classiquement, on va séparer ce qui est d'origine personnelle et ce qui est d'origine professionnelle. Sur ce qui est d'origine personnelle, on est à plus de 85% des arrêts qui sont dans cette catégorie-là. Mais je mettrais 2 points d'attention là-dessus. C'est pas parce que c'est d'origine personnelle qu'en tant qu'employeur, on peut pas avoir d'impact sur le sujet. Et aussi, la frontière entre personnel et professionnel peut parfois être fine. Donc, quand on est dans le registre des arrêts pour des raisons personnelles, on va retrouver tout ce qui concerne l'état de santé. Donc, les maladies ordinaires dont tu parlais, Léopold, aussi les maladies psychiques qui sont en augmentation selon l'OMS ces 3 dernières années, notamment la dépression et l'anxiété. Et on va aussi retrouver tout ce qui concerne la situation familiale du salarié, donc il peut avoir besoin de s'arrêter, plein de causes différentes, mais notamment un décès, un enfant malade, des choses comme ça. Du coup, en tant qu'employeur, quand on voit raison personnelle, on peut se dire je peux pas faire grand-chose, mais c'est pas le cas. On peut vraiment œuvrer pour faire en sorte qu'il y ait une conciliation plus facile pour le salarié de sa vie personnelle avec sa vie professionnelle, et faire en sorte que le travail en fait soit vraiment un facteur de soutien et non l'inverse pour ce salarié qui fait face à des situations qui peuvent être compliquées au niveau personnel. Et puis l'autre catégorie des causes de l'absentéisme, c'est tout ce qui va être d'origine professionnelle. Donc on a ce qui est plus du registre physique. On a parlé tout à l'heure des troubles musculo-squelettiques. Donc ça, il y a toute une prévention possible en termes d'ergonomie notamment. Et puis une énorme catégorie, c'est tout ce qui va concerner le stress chronique professionnel, qui va engendrer des difficultés, notamment de l'épuisement plus ou moins intense, des difficultés dans la gestion émotionnelle qui peuvent mener à des arrêts.
Et là, en tant qu'employeur, on a beaucoup de leviers d'action en se basant notamment sur les facteurs de risques psychosociaux qui génèrent ce stress et qu'on détaillera un peu plus tard. Mais pour vous en donner quelques-uns déjà, on a par exemple tout ce qui concerne la charge et l'intensité du travail, la qualité des relations au travail, des choses comme ça. Merci beaucoup Céline. Justement sur un peu les raisons des absences, il y a quand même un principe de confidentialité qui fait qu'un salarié n'a pas normalement à communiquer le motif d'un arrêt maladie à son employeur. Donc moi, Noëlla, ça m'intéresse, toi qui est DRH aujourd'hui, comment tu gères ça en fait, comment tu arrives à mieux cerner les causes à l'absentéisme sans être, tu vois, toujours en restant dans la légalité, mais tu vois, en respectant l'intimité des personnes et tout en aussi, toi, t'as aussi ton rôle, c'est de trouver des solutions. Donc comment tu fais pour gérer ça? Ouais, absolument. Absolument. Le salarié n'est pas tenu de nous partager les motifs de son absence. Et même plus que ça, l'employeur n'a pas le droit de demander. Donc, quand un arrêt nous arrive, parce qu'en fait, c'est un arrêt maladie, c'est un document enfin, tout le monde a vu un arrêt maladie émis par son médecin qui dit donc le nom du collaborateur, la durée de l'absence. Et puis et puis le nom du médecin. Donc effectivement, parfois le nom du médecin peut donner des indications. En tout cas, sur l'arrêt n'est pas stipulé ce qui se passe. La réalité, c'est que très souvent, on sait, on a des indices ou on a observé des choses qui nous font comprendre pourquoi la personne s'arrête. Il y a des choses aussi visibles que les arrêts maladie, que les congés maternité, parce que pour le coup, les congés maternité entrent dans la case absentéisme. Donc là, pour le coup, c'est des choses qu'on sait, qu'on voit et qu'on accompagne pendant l'absence. Et puis, effectivement, après, pour creuser dans les différents types d'états de santé que tu expliquais, Céline, il y en a beaucoup qu'on peut identifier de par déjà les discussions qu'il peut y avoir avec le manager, de par les discussions qu'il peut y avoir avec l'équipe RH. C'est intéressant ce que tu mentionnais tout à l'heure autour de la situation familiale. Pour le coup, si on prend des exemples de ce que moi j'ai pu observer chez Welcome, on a eu des collaborateurs qui sont passés par des situations familiales pour le coup assez malheureuses, et c'est souvent des choses qui verbalisent auprès de nous pour qu'on puisse réussir à faire cohabiter les deux. C'est ce mot, il est assez précieux et puissant de se dire que la vie perso cohabite à côté de la vie professionnelle et que d'une certaine manière, on parlera après des impacts, mais l'entreprise peut contribuer à faire en sorte que cette cohabitation soit la plus sereine possible, en tout cas que l'entreprise ne rajoute pas un poids sur un poids déjà très fort, donc notamment sur ces absences d'origine personnelle. Et puis du coup, l'équilibre, il est assez difficile à trouver entre, tu vois, le rôle d'une entreprise. Parfois, ça peut être aussi un peu de sa faute, tu vois. Donc, j'imagine que toi, tu dois un peu, tu vois, ça doit être difficile de trouver. C'est du cas par cas, tu vois, mais ça doit être difficile de trouver ta place sur ces, là-dedans, quoi. Ouais, absolument. Bon, je pense que déjà, ce qui pèse beaucoup dans la balance, parce que là, ce qu'on est en train de se dire, c'est est-ce que le collaborateur est tenu de partager l'info? Non. Ouais. Est-ce que l'entreprise a accès à l'info? Oui, souvent. Je pense que ce qui fait le juge juge de paix, en tout cas le juge, la ligne qui se trace entre le je sais pas en tant qu'entreprise, c'est est-ce que la relation de travail se passe bien. Et donc dans les cas où la relation de travail est sereine et qu'on a un épisode, donc une absence d'origine, d'ailleurs perso ou pro, quand ça se passe bien, en général on le sait, et si on le sait, on peut mieux l'accompagner. Et donc, c'est souvent ça, en tout cas, moi, c'est ce qu'on fait avec mon équipe, de dire si on sait, on peut mieux t'aider, on peut mieux accompagner. Puis c'est aussi notre rôle de RH de circonscrire, d'entourer un peu le collaborateur. Et j'entends, l'entreprise, elle n'a pas forcément sa part à jouer dans la vie perso. On n'entre pas dans la vie perso. En revanche, on a plein de choses à faire pour que la vie pro, encore une fois, pèse pas plus lourd dans la vie perso. Et donc, on a plein de choses à faire pour déjà écouter le collaborateur, accompagner le manager et puis aussi accompagner l'équipe qui reste. Ouais.
et qui observe son collègue, sa collègue absent. Comment tu fais, mais peut-être que Céline, tu peux aussi nous aider là-dessus, comment tu fais pour... parce que les managers aujourd'hui, en tout cas dans les boîtes auxquelles on travaille, que ce soit toi, même Céline, dans tes dernières expériences, et toi aussi, et Noëlla, on est quand même des boîtes jeunes. Donc parfois, il y a des managers qui sont jeunes. Comment tu fais pour les sensibiliser à ça, ou en tout cas, tu vois, les impliquer sur ce sujet-là, parce que c'est quand même un acteur Ouais. important, le manager, en fait. Ouais, le manager, c'est hyper important. La réalité, c'est que le manager, il accompagne déjà, il connaît son collaborateur, sa collaboratrice, parce qu'il travaille avec eux Ouais. au quotidien. Et puis nous, en RH, même si on connaît très bien nos équipes, on est une RH pour parfois 100 collaborateurs. Donc fatalement, Ouais. la proximité n'est pas la même. Le lien de confiance aussi est différent. En tout cas, les liens sont différents. Euh, Ce qui ne veut pas dire moins fort. Et donc le rôle du manager, les managers, il faut les former. Enfin, ça semble basique, mais on a des indicateurs là quand on se parle de l'absentéisme. L'absentéisme dont toi tu parles, en tout cas, ce qui est sous-tendu dans ce que tu dis, c'est les risques psychosociaux, les absences d'origine professionnelle, parce que les absences d'origine perso, quand tu as un collab qui a la grippe ou un décès dans sa famille, ça, fatalement, c'est impossible à prévoir. Ouais. En revanche, les absences d'origine professionnelle, on peut les détecter. Ça peut être un collaborateur qui d'un coup se connecte, n'allume plus jamais sa caméra sur Zoom. Ça peut être quelqu'un qui arrive systématiquement en retard. C'est pas que de l'organisation, c'est aussi mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi d'un coup. Voilà, c'est plein de petits indicateurs qui doivent normalement dresser les antennes des managers et puis qui souvent vite arrivent aux équipes RH. Et du coup, juste sur l'impact de l'absentéisme. Donc tout à l'heure, j'ai parlé, bah voilà, il y a un impact énorme financier. Mais toi, et Céline, ça m'intéresse d'avoir ton avis. C'est quoi l'impact vraiment pour l'entreprise? Tu vois, nous, on est encore une jeune boîte. Enfin, on n'a pas, on n'est pas, tu vois, on est une dizaine, etc. Donc j'ai pas du tout de recul et en plus on n'a pas du tout encore d'enjeux comme ça. Donc j'ai du mal à, quel est enfin, tu vois, nous on n'a pas encore, je le subis pas. Mais toi, ou dans tes précédentes expériences, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise et les équipes? On parle de perte de productivité, il y a une question aussi de culture, enfin dégradation de la culture. Il y a aussi tout simplement la charge de travail. Enfin, en plus pour les personnes qui doivent plus bosser, si je te prends un exemple, j'ai été serveur plein de fois, il y a un serveur qui se pointe pas, bah du coup tu fais le boulot pour deux. Mais du coup, comment toi tu vois l'impact dans ton organisation? Moi? Ouais. Ouais. Et après, c'est... Ouais. Effectivement, absence, on pense tout de suite à perte de productivité. Une personne pas là, c'est du travail qui est pas fait. Du moins, moins bien, parce que en tout cas, la personne experte n'est plus là pour le faire. Donc, c'est très souvent déporté sur... c'est soit pas fait, soit déporté sur d'autres personnes. En tout cas, ça a un effet... ce que j'observe, c'est que je vois un effet de halo pour la personne qui est absente, parce que concrètement, quand tu reviens, très souvent, tu as quand même une montagne qui t'attend. Donc, question de comment est géré ton retour et comment on s'assure que tu as les bonnes conditions pour bien reprendre ton poste. Souvent, ça, on n'y pense pas, mais le retour, il est aussi stressant parce que tu as l'impact charge de travail accrue qui t'attend, quoi. Et tu as aussi, surtout, l'impact sur les autres, et on va se dire, oui, c'est les autres qui... potentiellement te donne un coup de main, récupère une partie de ta charge. Mais ce qui est hyper important et qu'on oublie parfois, c'est comment on gère cette absence. Comment le manager se positionne pour, donner de la visibilité et expliquer. C'est une absence de 10 jours parce que la personne, on sait, elle a la grippe, donc elle n'est pas là, donc on va suppléer. Ou alors absence d'un mois et on ne sait pas et on ne sait pas. Et expliquer à l'équipe pourquoi on ne sait pas. Pourquoi le collaborateur n'est pas tenu de nous le dire, pourquoi on ne peut pas en parler, peut-être que parfois on le sait mais on ne peut pas en parler, il y a ça aussi. Donc expliquer la durée, expliquer ce qu'on va faire pendant cette période-là, qui va reprendre quoi, qu'est-ce qu'on ne fait plus, qu'est-ce qu'on ne fait pas pendant que du coup cette surcharge, et puis comment on s'occupe des gens qui restent et qui sont là. Et donc en fait quand on se parle de dégradation de la culture d'entreprise, pour moi c'est moins dû à des gens qui sont absents que à ceux qui sont présents, comment on gère l'absence, comment on communique et comment on embarque et on continue à avoir du sens, un projet d'équipe, des objectifs et pas de jugement sur l'absence du collaborateur.
Et d'ailleurs, ça participe à créer un cadre de retour serein pour quelqu'un qui a été absent, de dire ok, j'ai ma montagne qui m'attend, mais un peu moins grosse ma montagne, parce que mes collègues m'ont aidé, parce que mon manager m'a préparé le terrain, parce que mes collègues m'ont envoyé des messages pour prendre des nouvelles. Voilà. Et donc, en fait, si l'entreprise elle a un grand rôle à jouer pour justement participer à la cohabitation, pour le collab, mais aussi pour l'équipe qui reste. Oui, je pense que cette vision systémique que tu décris, Noëlla, elle est hyper importante. Faut pas penser que à l'individu qui n'est pas là, mais à tout l'impact sur l'équipe qui va soit récupérer de la charge, qui va soit avoir de l'inquiétude. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, le rôle du manager et du RH de proximité à ce moment-là est vraiment essentiel. Absolument. Et j'ai presque envie de dire que si l'entreprise repose sur une personne, le problème, c'est peut-être pas la personne, c'est l'entreprise. Léopold, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment on calcule cet absentéisme? Oui, alors nous, on a une façon, on a pas mal travaillé avec les équipes sur le calcul, comment bien représenter le taux d'absentéisme et pour que ça soit pour que ça soit vraiment le plus intéressant ensuite dans un point de vue RH en fait. Et nous, de ce qu'on a remarqué beaucoup dans même la loi ou de ce qu'on a eu dans des études, c'est que ça se calcule avec, en fait, c'est le pourcentage d'absence non prévue qui est divisé sur le nombre total de jours travaillés sur une période sélectionnée. Donc en fait, en gros, nous, ce qu'on dit, c'est les absences non prévues. En fait, on considère que c'est celle qui coûte, entre guillemets, le plus cher à une entreprise. Une absence non prévue, ça va être quelqu'un qui dit pas que... en fait, c'est souvent des maladies ordinaires, etc., des maladies, en tout cas des absences qu'on peut pas prévoir. Par exemple, un congé maternité, ça se prévoit. Quelqu'un, voilà, donc elle va vous dire qu'elle va être absente de telle date à telle date. Un déménagement, ça se prévoit. Il y a des absences quand même, des congés sans solde, etc. Tout ça, ça se prévoit. Donc nous, on considère que voilà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment les absences non justifiées qui vous tombent un peu dessus, non prévues, qui vous tombent dessus et qui coûtent entre guillemets cher. Alors ensuite, on est en train, nous, du coup, comme on s'intéresse beaucoup au sujet et qu'il y a plein de boîtes qui du coup, suivent les indicateurs d'absentéisme avec Reflect et qui nous disent, en fait, moi, ça me suffit pas comme définition, j'ai envie d'aller plus loin. On a réfléchi à un autre indicateur qui s'appelle le Bradford Factor, qui vient de l'université de Bradford, en Angleterre, et qui est en fait un nouvel indicateur, c'est une nouvelle façon de calculer l'absentéisme. Alors, je vais vous donner juste un exemple ensuite, mais en gros, vous allez attribuer un score à chaque personne à partir de la récurrence et de la durée totale des absences. Donc, en fait, en gros, le calcul, donc le B, c'est le Bradford Factor, donc c'est le résultat, c'est le nombre, c'est les récurrences au carré des absences sur une période, fois le nombre total de journées d'absence. Alors, je vais vous donner un exemple qui est très simple et qui est très parlant. Donc, j'en avais parlé dans la newsletter dont je vous avais parlé tout à l'heure, mais en gros, donc, si on admet que sur l'année 2023, par exemple, Juliette se soit absentée une seule fois sur une durée de 7 jours, donc elle a eu en tout 7 jours d'absence, mais que lui, par exemple, Roméo, lui, se soit absenté 4 fois sur une durée totale de 7 jours, donc ils ont tous les deux le même nombre de jours d'absence. C'est Juliette 7 jours et Roméo 7 jours. Donc en fait, juste la récurrence n'est pas la même. Lui, il a fait plein de petites absences, alors que Juliette a été absente une fois 7 jours. Et du coup, les scores ne sont pas les mêmes. Donc en fait, Juliette, si on prend du coup le calcul, donc B égale une fois au carré, parce qu'elle a été absente que une fois, fois 7, donc égale 7. Alors que Roméo, lui, c'est 4 fois plein de petites absences, donc c'est 4 au carré fois 7, et égale 112. Donc, vous voyez, Juliette, elle est à 7, et Roméo, il est à 112. Et en gros, pour le même nombre total de jours d'absence, les scores ne sont pas les mêmes. Et en gros, ce que ce chiffre indique, c'est que, en gros, Juliette, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'elle a été absente une fois, voilà, mais peut-être un peu longtemps, mais finalement, c'était qu'une fois, alors que Roméo, c'est plein de fois et plein de fois et des petites absences. Et en gros, de manière générale, un score inférieur à 50, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, pas inquiétant. Un score entre 50 et 200, là, il faut prêter attention à l'employé et essayer de comprendre ce qui se passe.
est supérieur à 200, il y a ce qu'on appelle un réel danger pour l'entreprise, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse pas mal dans ce calcul d'absentéisme, parce que finalement, quand vous regardez, il y a plein d'indicateurs à droite, à gauche, on ne sait pas trop comment calculer. Ça, c'est assez simple. Vous pouvez le faire pour chaque personne. Et c'est quelque chose que nous, on va mettre en place, qu'on va tester avec des boîtes pour voir ce qu'ils en pensent. Alors après, bien sûr, il faut quand même très très vigilant avec les indicateurs RH. Il faut faire quand même, enfin voilà, faut être vigilant. Il peut y avoir des faux positifs. Donc c'est un indicateur, ça vous dicte pas qu'il y a un problème avec telle personne. C'est peut-être un point de vigilance qu'il faut avoir. Donc ça c'est hyper important. Et aussi au-delà de ça, ce qui est important, c'est qu'il faut comparer. Si on revient sur le taux d'absentéisme classique, on parlera de celui par exemple de Welcome après, mais il faut être vigilant aussi sur les différents types de secteurs et aussi types de départements. Nous, on bosse avec des industries parfois. Ils vont pas du tout avoir le même taux d'absentéisme entre le siège et les personnes qui travaillent dans les usines, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça qu'aussi il faut faire l'effort. En tout cas, il faut aller creuser. Donc c'est comme le turnover, de juste sortir un turnover comme ça, ça a moins de sens que d'aller comprendre est-ce que c'est un turnover en période d'essai, est-ce que c'est un turnover après 5 ans d'ancienneté, est-ce que c'est le turnover uniquement dans l'équipe sales, etc. Là, c'est pareil, le taux d'absentéisme, c'est pas le même d'avoir un taux d'absence de personnes qui ont entre 0 et 1 an d'ancienneté, qui sont encore en période d'essai, etc. Donc voilà, c'est pas la même chose d'avoir un taux d'absentéisme beaucoup plus fort dans un département, peut-être que le manager est jeune, versus un autre département où le manager a beaucoup plus d'expérience. C'est pas la même chose d'avoir un absentéisme de personnes de plus de 50 ans versus des personnes de moins de 30 ans, etc. Donc ça, pour vous, c'est vrai que c'est important de comprendre, d'avoir des différentes dimensions dans le taux d'absentéisme. Déjà, de calculer le mieux possible avec des données fiables, bien sûr. Ensuite, d'avoir des dimensions par département, par équipe, par type de métier, par catégorie socio-professionnelle. Et enfin, de peut-être réfléchir à de nouveaux indicateurs, comme par exemple le Bartlett Factor, qui peuvent vous apporter des points de vigilance différents. Voilà, donc nous, en tout cas, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, avec toujours la vigilance pour dire aux boîtes, c'est pas ça qui doit imposer vos décisions, mais c'est ça qui doit vous guider dans vos politiques. Et en tout cas, ça vous permet aussi dès que vous avez une intuition, d'aller vérifier, de vous dire, ok, en fait, est-ce que c'est juste ou pas, quoi. Peut-être que t'as vu, Céline, c'était clair. Ouais, hyper clair. Merci. Ouais, du coup, je vois qu'il est midi. Du coup, on peut peut-être aller parler des risques psychosociaux. Du coup, parce que nous, de ce qu'on a observé, ce que je disais dans les chiffres au début, c'est quelque chose qui explose. En tout cas, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc les troubles psychologiques, etc., les burn-out au travail. Et donc du coup, toi, aujourd'hui, Céline, pour prévenir ces risques, comment les entreprises peuvent identifier, tu vois, des signes. Donc Noëlla, c'est cool, c'est intéressant, tu nous en as parlé. D'ailleurs, c'est hyper concret, des personnes qui allument pas leur caméra. Mais du coup, toi, Céline, en tant que aussi professionnelle, comment les boîtes peuvent, identifier des signes précurseurs de risques psychosociaux qu'on appelle RPS? Oui. Je pense que c'est intéressant d'avoir une approche à la fois collective et individuelle. Et au niveau du collectif, avoir en tête ces 6 facteurs de risques psychosociaux pour enquêter sur ce qui se passe dans son organisation et comprendre quelles sont les zones de force et quelles sont les zones où il faut qu'on fasse attention, qu'on mette en place des choses. Ça permet de prévenir pas mal de choses. Donc là, sur la gauche de la slide, vous avez les 6 facteurs de risque. Donc il y en a qui sont plus parlants que d'autres. Donc intensité et temps de travail, ça je pense que c'est assez clair. Sur ce qui est exigence émotionnelle, en fait, il y a certains métiers, notamment les métiers de la santé, Léopold, où tu parlais d'un absentéisme assez important, où les personnes, les travailleurs vont être confrontés à des émotions difficiles des usagers, des clients. Du coup, c'est un facteur de risque à prendre en compte. Il y a aussi la question de l'autonomie, la question des rapports sociaux au travail. C'est un facteur qui est hyper important.
puisque quand ça se passe mal, ça peut mener très rapidement à des arrêts, et quand ça se passe bien, c'est un super facteur de protection. Donc je pense que c'est vraiment central de se questionner autour de ce facteur de risque-là. Les conflits de valeurs, là, il s'agit plus de est-ce que les salariés ont l'impression de faire un travail qui est utile, et est-ce qu'ils ont les moyens de faire bien leur travail, ce qui est aussi quelque chose d'important. Et sur l'insécurité de la situation de travail, c'est se demander, voilà, est-ce que l'organisation traverse des bouleversements en ce moment, et comment on les accompagne? Est-ce qu'on les accompagne assez pour rassurer les gens et ne pas créer du stress professionnel? Donc ça, c'est au niveau collectif, on peut vraiment s'en servir pour enquêter, faire des audits avec des questionnaires, des entretiens. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour en savoir plus. Et au niveau plus individuel, je vous ai mis des signaux, notamment les signaux du stress, qui peuvent alerter en tant que manager ou en tant que RH de proximité. Si vous observez ça chez quelqu'un, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, une discussion à avoir pour savoir s'il y a des choses à adapter. Donc, il y a les signaux émotionnels, notamment l'irritabilité ou une sensibilité plus forte. Ça, c'est quelque chose qu'on observe assez facilement. Donc, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a ce type de signaux récemment, n'hésitez pas à échanger avec la personne pour un peu comprendre mieux ce qui se passe. Il y a aussi des signaux cognitifs qui sont peut-être plus difficiles à observer, mais qui peuvent être très parlants. Quelqu'un qui prenait très facilement des décisions avant et ça n'est plus le cas, où il y a de la procrastination, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent aussi vous alerter. Et puis la dernière catégorie des signaux, ce sont les signaux physiques. Il faut bien avoir en tête que le stress va fragiliser le corps et qu'il va se manifester à travers divers troubles. Donc quelqu'un qui va se plaindre du sommeil, de la digestion, de la fatigue, des choses comme ça, c'est aussi un facteur éventuel d'alerte qui doit faire que RH, manager, on se mobilise pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe pour la personne. Merci beaucoup, Céline. Alors, du coup, on a vu pas mal les causes, mais du coup, quel conseil tu donnerais à des équipes RH pour prévenir, du coup ces risques-là? Et après, du coup, je pense que ça va être une bonne transition sur Welcome, ce que vous avez mis en place, pas forcément d'ailleurs uniquement pour prévenir ces enjeux-là, mais vous avez mis en place plein de politiques, on en parlera après, je pense que c'est une bonne transition. Mais toi, Céline, quel conseil tu donnerais, tu donneras à des équipes RH aujourd'hui? Oui. En fait, souvent, les entreprises vont avoir tendance à s'axer sur la prévention tertiaire des risques psychosociaux. Donc, en fait, dans la prévention tertiaire, le risque est déjà arrivé. Typiquement, un salarié a fait un burn-out. Et donc là, on va faire appel à une institution comme Mokaker, par exemple, pour pouvoir prendre soin de la personne. Mais ce type d'intervention, il est évidemment essentiel, mais on ne vient pas travailler sur les racines du problème. Du coup, mon conseil, ce serait de vraiment s'axer aussi sur tout ce qui est prévention primaire et prévention secondaire. Donc la prévention primaire, c'est un petit peu ce dont on a parlé avant. C'est au niveau de l'institution, au niveau collectif, comment ça se passe au niveau des différents facteurs de risque et qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte qu'il y en ait moins ou pas du tout, si possible. Et au niveau de la prévention secondaire, là, on va plus travailler au niveau individuel auprès de certains salariés parce qu'il y a des risques de toute façon dans le travail, mais on peut armer les salariés pour qu'ils puissent mieux les affronter. Typiquement, j'ai évoqué sur les exigences émotionnelles les populations comme les professionnels de santé qui peuvent être confrontés à ce type de difficultés. Moi, employeur, comment je fais au niveau de la prévention secondaire pour les armer? Donc, je peux les former, par exemple, à pouvoir mieux gérer les émotions des autres et les leurs, des choses comme ça, pour faire en sorte que les personnes soient plus résistantes aux risques et donc au stress professionnel. Ok. Du coup, et toi, Noëlla, est-ce que tu mets en place peut-être des politiques, des outils, qu'est-ce que vous faites chez Welcome, vous? Ouais. J'ai pas mal de choses dont Céline parlait. Alors, on fait aussi du tertiaire, hein. On va peut-être commencer par là. On fait aussi du tertiaire et d'ailleurs, on a recours aussi à Moka et c'est très utilisé par les collabs et très apprécié.
Mais on a mis, alors on a plusieurs programmes en place chez Welcome qui n'ont pas été créés d'ailleurs pour l'absentéisme, qui ont plutôt été traités, enfin mis en place pour mieux faire cohabiter la vie pro, la vie perso, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc chez Welcome, on est en semaine de 4 jours. On a on a une politique de remote qui est assez dynamique. Concrètement, on a 40% de nos collabs en full remote, donc en télétravail complet, et les autres basés à Paris sont assez flex pour venir au bureau quand ils le veulent. Donc très concrètement, un exemple, d'ailleurs je crois que c'est toi qui m'en as parlé Léopold, le temps de trajet a une incidence très forte sur la santé, la fatigue et donc l'absentéisme. Donc là typiquement nous c'est vrai que le télétravail permet de pas mal ajuster en fonction de ses contraintes perso mais aussi de son niveau de fatigue. Ce qu'on observe chez Welcome c'est qu'on a plus de gens malades absents en fin d'année. Donc là, typiquement Q4, qui pourtant est un quarter où on a tous besoin d'être sur le pont, c'est aussi un quarter où on a des grippes, on a des Covid qui reviennent, bref, probablement les défenses immunitaires plus basses, donc des absences maladie, et puis aussi des absences pour fatigue, donc ça on l'observe. Donc c'est vrai que nous les programmes qu'on a mis en place normalement aident à faire ça, mais on a aussi formé nos managers au RPS, aux risques psychosociaux, pour pouvoir mieux détecter les premiers signaux dans les équipes, mais aussi que les collabs eux-mêmes se disent attends c'est bizarre d'un coup j'ai mal au dos, j'ai un peu le ventre noué, c'est une période où j'ai un peu de stress, qu'est-ce qui se passe, et réussir aussi alors, je ne sais pas si auto-diagnostiquer c'est le bon mot, mais en tout cas soi-même identifier quand c'est un peu trop pour lever la main, demander un coup de main et parfois réussir à se faire décharger ou juste prendre 2 jours off pour reprendre ses esprits. Voilà. Donc, on essaie de se dire que c'est l'affaire du manager et de l'entreprise, mais aussi de tout un chacun de prendre soin de soi. Voilà. Ouais, c'est ce que tu disais juste sur le temps de trajet. Une personne qui mettra moins de 15 minutes à se rendre à son travail a en moyenne 2 jours et demi d'absence en moins. Une personne qui met plus d'1 heure. Et je pense que ça s'est vu pendant le Covid où tous les gens qui mettent 1 heure et demie pour aller au boulot matin et soir, ça a un impact énorme sur la santé, le stress. Et bien sûr que le Covid a joué. Alors après, il y a aussi des enjeux de solitude de faire beaucoup de télétravail et de moins de contact, ça joue aussi, je pense, beaucoup quand même sur parfois l'éloignement et le sentiment de solitude de certains collaborateurs quand même. Absolument. C'est Patricia qui fait le commentaire dans le chat. Et c'est vrai, le télétravail, c'est aussi un sujet. T'es mal installé, tu te tords le dos, effectivement, t'es isolé et t'as besoin de venir au bureau. Donc, l'objectif, c'est de se trouver l'équilibre qui va bien à chacun au moment, au moment de l'année, en fonction de ce dont tu as besoin. Ouais. Je vois qu'il est 12h08. Moi, j'ai quand même une petite, une dernière question. C'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé, mais en fait, peut-être Céline, pourquoi il y a une hausse aujourd'hui des troubles, tu vois, au sein des espaces de travail? Est-ce qu'en fait, il y en a toujours eu et en fait, on en parlait moins? Ou est-ce qu'en fait, là, il y a une hausse je sais pas, tu vois, est-ce que le Covid joue beaucoup? Est-ce que la crise joue? Est-ce que c'est juste des générations différentes qui arrivent sur le milieu du travail? Est-ce que tu as un peu un regard sur les différentes... pourquoi ça explose, en fait? Tu parles des troubles psychologiques? Ouais, au travail, ouais. Ouais. Je pense qu'il y a différents facteurs que tu as cités. Il y a sûrement quand même une levée progressive du tabou qui permet qu'on puisse en parler aussi plus facilement, qui joue. Mais ce qu'a aussi repéré l'OMS, c'est que depuis la pandémie de Covid, tout ce qui est dépression et anxiété a fortement augmenté. Je crois que l'augmentation elle est de 25%. Il y a aussi des questions autour de la crise. Donc là, on a la crise actuelle. On a aussi eu la crise en Ukraine. Nous, dans nos interactions avec les salariés, on voit que ça crée des pics au niveau de l'anxiété. Donc, il y a tout plein de facteurs qui font que aujourd'hui, effectivement, c'est la deuxième cause des arrêts maladie en France. Donc, c'est quelque chose de central auquel il est important d'être familiarisé. Ouais.
Ok. Tu veux qu'on passe peut-être aux questions peut-être, Constance? Ouais, il y a une question de la part d'Antoine dans le chat qui demande justement si le défi de l'absentéisme n'est pas aussi celui de l'engagement au travail. Et dans ce cas-là, comment réussir à le mesurer pour le croiser avec le taux d'absentéisme? Alors, je ne sais pas, peut-être Noëlla, si c'est quelque chose que vous observez et si vous réussissez à le mesurer concrètement chez Welcome. Ouais, carrément. D'ailleurs, ça faisait partie de mes notes dans notre cheat sheet et j'ai oublié d'en parler. Ouais, absolument. Donc, chez Welcome, on a mis en place une enquête d'engagement. Et effectivement, l'absentéisme et l'engagement sont assez corrélés. Dans les deux sens d'ailleurs. On peut se dire que quelqu'un qui est fréquemment absent, c'est quelqu'un de désengagé. À l'inverse, quelqu'un qui a été absent, mais dont l'absence a été bien accompagnée, bien réaccueillie, peut être quelqu'un de super engagé dans l'entreprise. En tout cas, nous, on a ces enquêtes-là 2 fois par an qui traitent pas spécialement d'absentéisme, hein, qui vont poser des questions autour du manager, la charge de travail, le bien-être au quotidien. Et donc, toutes ces choses-là, effectivement, nous permettent, effectivement, c'est tout un petit nuage de points, en tout cas des indices très clairs de comment la santé des équipes, l'engagement des collaborateurs et détecter s'il y a des choses particulières dans une équipe par rapport à une autre et comment sont aussi équipés les managers pour accompagner leurs collaborateurs au quotidien. Est-ce que Céline et Léopold, vous avez des choses à ajouter à ce sujet? Ouais, pardon. Vas-y, Céline, ouais. Ça me fait cette question de l'engagement. Effectivement, il y a une corrélation, mais je pense qu'il faut aussi faire attention à la question du surengagement, parce que ça peut être des personnes qui vont finalement être fragilisées par la suite. Donc, il faut aussi avoir en tête l'engagement, évidemment, c'est un facteur de protection vis-à-vis de l'absentéisme. Mais le surengagement, au contraire, c'est quelque chose auquel il faut faire attention et bien favoriser l'équilibre pro-perso pour les salariés. C'est quoi le surengagement? Enfin, Céline, pareil. Excuse-moi, Léopold? Ouais, le surengagement. Quelqu'un justement qui va perdre cet équilibre pro-perso, donc qui va trop investir de son énergie dans le professionnel et qui va s'épuiser, ou s'il y a quelque chose au niveau professionnel qui vacille, typiquement un conflit, ça va prendre une ampleur démesurée parce que le reste de la vie personnelle est moins investi. Donc ça peut être un facteur fragilisant aussi pour les salariés. Léopold, tu voulais compléter? Non, en vrai, c'est... Ok. Il y a une question qui revient, enfin une double question pour Noëlla. Sur le questionnaire pour l'engagement, Cyrielle demande qui pose ce questionnaire, enfin qui le partage, est-ce que c'est le manager? Et ensuite, en complément, une autre question sur une fois qu'on a les résultats, concrètement, quelles sont les actions qui sont prises dans la foulée? Alors nous, le questionnaire, on passe par un outil qui s'appelle Culturamp. Qui nous permet de poser les questions. D'ailleurs, c'est pratique parce qu'ils ont toute une base de questions qui est prévue et qui a été écrite notamment par des psychologues. Donc, c'est complètement anonyme. Et d'ailleurs, on n'a pas accès aux résultats si l'échantillon est inférieur à 5 répondants. Donc, pour le coup, cet outil, chez nous, il est très apprécié. Enfin, moins l'outil que le fait que ce soit super anonyme, que ça protège les personnes qui répondent et qu'on ait une vue aussi agrégée. Et après, on peut faire des tas d'analyses par équipe, mais aussi par ancienneté, par genre. Enfin voilà, il y a plein de. Après, on peut vraiment mouliner les infos de plein de façons différentes. En tout cas, les regarder de plein de manières différentes. Cette enquête, donc je disais, elle est envoyée 2 fois par an. C'est une trentaine de questions, donc c'est quand même assez lourd. Et c'est partagé à tous. Les résultats sont partagés à tous. Donc, les managers ont accès aux résultats dans leur équipe, en comparatif des résultats d'entreprise. Et même chose pour les collaborateurs, ils ont accès aux résultats de leur équipe en comparatif avec le reste de l'entreprise. Et en fait, ça, c'est finalement, donc c'est important pour moi pour mesurer la santé des équipes. Mais en réalité, c'est qu'un prétexte pour créer aussi de la discussion de voilà telle chose qui émerge dans l'équipe et qui fonctionne bien, comment on continue, on va plus loin. À l'inverse, vous avez donné tel feedback, les réunions, il y a trop de réunions, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Ok, comment on met ça à l'ordre du jour et comment on s'améliore pour dans 6 mois avoir une meilleure note sur cet item. Voilà, donc c'est plus
déclencher des discussions. Après, ça remonte aussi des feedbacks forts qui nous permettent aussi au niveau de la direction de potentiellement faire changer pas le cap de l'entreprise, mais en tout cas mettre en lumière certaines décisions et accélérer certaines prises de décision. Absolument. Dans le chat, il y a certaines personnes qui demandent si tu peux redonner le nom de l'outil, Noëlla, s'il te plaît. Je ne fais pas la pub, j'ai pas d'action. Hein. En tout cas, Noëlla, ce que tu dis, je pense que c'est hyper important quand on se lance dans ces démarches d'enquête en tant qu'employeur derrière de donner les résultats aux salariés et de s'engager à mettre en place des actions. Sinon, ça peut être assez contre-productif et très frustrant. Absolument. D'ailleurs, il y a une question dans le questionnaire qui est est-ce que tu penses que on va prendre des actions? Est-ce que tu penses que ce que tu dis, ça va faire bouger les lignes pour la prochaine fois? Et ça, c'est une question qu'on regarde de près parce que fatalement, ça a une incidence hyper forte sur est-ce que ça vaut la peine de donner du feedback et de répondre autant de questions. Oui. Et une dernière question peut-être de Marianne qui demandait s'il y a un événement particulier qui vous a poussé à mettre en place ces mesures au sein de Welcome ou est-ce que c'est peut-être plus global au sein de votre politique RH? C'est c'est très ancré, c'est fortement porté par notre fondateur, qui d'ailleurs c'est lui qui est à l'origine de la mise en place de la semaine de 4 jours. Et puis après, de tout ce que ça véhicule comme pratique complémentaire pour s'assurer que la culture permet, et ça c'est vraiment au cœur de notre culture, de faire cohabiter le pro et le perso. Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos réponses. Je vous propose peut-être qu'on clôture le webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Pour info, pour tous les participants, vous recevrez l'ensemble, enfin le support avec toutes les slides, le replay également si vous n'avez pas pu participer à l'ensemble de la session. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter si jamais il y a certains points que vous souhaitez creuser, aussi bien Léopold de Reflect, Céline de Moka que Noëlla aussi sur la politique de Welcome. On est à votre disposition si jamais vous voulez creuser certains points. Merci encore. Merci beaucoup pour l'orga, Constance. Merci Noëlla. Merci Céline. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Salut. Au revoir. Au revoir.